Nous avons rencontré Amandine il y a quelques mois pour préparer la naissance de notre petit Elliot. Et j'ai déjà 2 grands-enfants, enfin moyens, 2 moyens, pour qui avec qui j'avais vécu l'accouchement de manière très très distante. La relation avec la mère n'était pas la même non plus. Et quand on a rencontré Amandine, elle m'a intégré pleinement dans le processus de préparation à la naissance et dans la naissance de l'enfant. Et je garde le souvenir, alors malheureusement, notre projet de naissance à la maison n'a pas pu avoir lieu. Tout s'est déroulé dans une maternité avec des équipes qui étaient quand même au top. On a pu recréer la bulle dont vous parlez, Amandine. Et aujourd'hui, je viens à cette conférence, je l'entends parler et je revis les émotions qu'on a vécues il y a un mois. Et voilà, je voulais juste témoigner de cette très belle expérience et de toute cette préparation pendant laquelle j'étais proche de mon enfant, par le biais de la maman et par le biais d'Amandine qui nous accompagnait. Et aujourd'hui, je suis un papa. Alors, je l'étais comblé avec mes 2 grands parce qu'il y a une interaction, une communication. Mais aujourd'hui, avec Elliot, c'est autre chose. C'est une autre façon d'être père et de l'être pleinement et de le vivre grâce à cette rencontre et grâce également à la place qu'a su me donner ma compagne. Voilà, donc juste ça. Merci Amandine, je te fais un béco. Merci Tony. Quel est l'impact du déclenchement chez le bébé et chez la maman? C'est une très bonne question. Alors, quand on amène une femme à être déclenchée pour son accouchement, c'est bien souvent quand il y a une vraie raison. Une raison, une pathologie qu'elle rencontre, le besoin que la naissance ait lieu, soit pour sa santé à elle, soit pour la santé du bébé, soit pour éviter un risque. C'est toujours plus facile à accueillir pour une femme et un enfant, je dirais, quand la raison est juste et surtout quand elle semble juste à la mère. Et ça, c'est pas toujours facile parce que justement, souvent, la personne qui fait le choix du déclenchement ne connaît pas forcément la mère et la mère ne le connaît pas forcément. Et du coup, il n'y a pas toujours cette confiance qui permet que ce soit mieux accueilli. Moi, je dirais que quand la raison semble juste aux parents, qu'ils arrivent à la faire leur, cette décision, alors je dirais que le bébé aussi, il l'a fait sienne. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'une femme. Son bébé allait vraiment très mal dans son ventre. Elle était au cours de son dernier mois de sa grossesse et elle avait vraiment besoin d'être déclenchée. Il fallait vraiment. Ça a été très dur à accueillir pour elle parce qu'elle avait un projet d'accouchement à la maison et que là, les plans étaient sacrément changés. Alors, je l'ai un petit peu accompagnée par téléphone et surtout quand ils ont posé la perfusion avec cette hormone artificielle qu'on appelle le syntocinon qui permettait de déclencher les contractions. Et quand le produit est arrivé dans ses veines, eh bien, elle l'a accueilli. Elle s'est ouverte à lui. Et elle l'a remercié de l'aider à mettre au monde son enfant pour qu'il aille bien à la naissance. Et alors, elle a plongé dans la physiologie. Elle a plongé dans son cerveau reptilien. Et alors, au bout d'un moment, la perfusion a même pu être arrêtée parce que elle s'est appuyée sur cette aide médicale de tout son être pour enclencher son propre processus d'accouchement. Et elle a vécu un accouchement magnifique et physiologique. Et son petit bébé va très bien aujourd'hui et il était temps qu'il naisse. Donc c'était très juste. Donc je dirais que peut-être que le travail devrait être fait en amont, de prendre vraiment beaucoup de soins et beaucoup de temps pour préparer les déclenchements. Parce que sinon, et j'imagine que c'est ce qui était sous-entendu dans ta question, parce que sinon, il y a un risque
de conflit intérieur, il y a un risque que ce soit dur, que ce soit une lutte. Et si c'est une lutte à l'intérieur, malheureusement, on a peu de chances que ça aboutisse à un vécu heureux de l'accouchement. Donc je dirais que l'idéal, ce serait de mettre le paquet, c'est-à-dire de la part des équipes hospitalières pour préparer cette femme, pour se placer en expert, pour dire les raisons du déclenchement, mais qu'on puisse vraiment accompagner cette femme dans l'accueil de ce choix-là, qu'elle puisse sentir qu'elle l'a vraiment fait. Sinon, effectivement, le bébé peut se sentir poussé derrière alors qu'il n'a pas du tout choisi, c'était pas du tout son moment. Donc ça peut être très violent pour lui et ça peut être bien sûr très violent pour cette femme. Merci de ta question. Oui. La différence avec les bébés qui sont nés sous césarienne par rapport à un accouchement naturel. Alors tout dépend. Si c'est une césarienne sans travail préparatoire, c'est-à-dire une femme, elle est elle est à la fin de sa grossesse et puis elle n'a pas spécialement de contraction, en tout cas elle n'est pas en travail, et puis on l'emmène au bloc opératoire et on fait naître le bébé. Là, le vécu du bébé, en tout cas sur le plan physiologique, est bien différent comparé à une naissance sous césarienne en cours de travail. Parce que si la femme est en travail, eh bien alors c'est que si elle s'est mise en travail, en tout cas spontanément, c'est que du coup, c'était le bon moment pour le bébé, pour naître, pour cette mère de devenir mère, pour ce père de devenir père. Donc, je dirais que le vécu peut être assez différent pour les parents, pour l'enfant, dans ces deux cas-là. Je rajouterais que sur le plan purement physiologique, une naissance à froid par césarienne, c'est-à-dire sans travail préparatoire, le bébé n'a pas reçu les hormones de l'accouchement et du coup, il y a plus facilement de détresse respiratoire, il y a plus facilement de complications. Je ne suis pas une grande spécialiste, mais je sais qu'il y a plus facilement de complications chez les bébés nés par césarienne sans travail préparatoire. Et donc parfois les femmes, quand elles me disent « j'ai eu 24 heures de travail et j'ai fini en césarienne, sympa, tout ça pour ça ». Et souvent je leur dis oh, « mais pas tout ça pour ça, surtout pas tout ça pour rien ». Je dis « mais tu leur as offert des hormones d'accouchement, tu lui as offert à ton bébé des hormones d'accouchement, c'est énorme pour lui, ça l'a préparé à respirer, il a senti qu'il était pressé par les contractions pendant des heures, que c'était son moment, qu'il fallait qu'il plonge, qu'il naisse. Puis parfois on sait bien que ça peut arriver, ça peut aboutir à une césarienne. Et surtout si la mère a eu un travail qu'elle a vécu sans anesthésie, comme elle a eu des sensations très puissantes, elle a sécrété de l'endorphine. Vous savez, cette morphine intérieure qui est antidouleur. Et du coup, cette morphine intérieure, elle est transmise au bébé. Donc un bébé qui a une maman qui a eu un travail, c'est un bébé qui est dans le même état cotonneux que la maman, un peu shooté aux endorphines. Et du coup, sa naissance est souvent plus douce. Voilà. Ça a répondu à ta question. Bonjour Amandine, moi je suis infirmière en pédopsychiatrie et actuellement je suis une maman qui a eu des jumeaux prématurés, donc 26 semaines d'aménorrhée, et qui en plus a eu une césarienne en urgence. Donc elle-même décrivait un manque de connexion psychique en fait envers ses bébés, et en plus elle disait que c'était de manière très automatique, elle allait les voir, les toucher, et en fait elle m'a dit il y a peu de temps qu'elle a en fait pu être mère de ses bébés fin avril, et le terme c'était normalement fin avril. Donc en fait il y a eu, je fais le lien là avec ce que tu dis, et je pense que du coup c'est aussi parce que il n'y avait pas eu aussi, elle n'avait pas eu le temps de devenir mère en fait, que du coup tout a été approprié par c'était urgent, il fallait quand même, mais voilà, c'était super compliqué, et là elle va beaucoup mieux. C'est chouette, merci de ce témoignage. C'est vrai que quand tu parles de ce processus pour devenir mère, c'est vrai qu'on dit qu'il faut vraiment 9 mois
pour se préparer, ou pas loin, on va dire, et que quand on les a pas, et ben on fait le processus avec un petit bébé dans une couveuse et un peu en peau à peau. Et c'est parfois plus long, et ce qui peut parfois être douloureux pour les femmes, c'est ce truc de « Ah mais tout le monde nous dit que c'est le coup de foudre quand le bébé arrive, et moi, pas du tout !» Et ça, de pouvoir aussi préparer les femmes à cette rencontre, c'est, comme on disait, un petit humain qui arrive sur Terre, un petit humain, hein, avec son énergie à lui, sa personnalité à lui, et même si il sort de notre ventre, bah, ça n'en reste pas moins quelqu'un de différent de nous. Et ça demande parfois le temps de la rencontre. Et du coup, elle s'est sentie vraiment très très coupable de dire que c'est pas qu'elle ne les aimait pas, mais elle ne les reconnaissait pas comme ses enfants. Et ça. Donc pour elle, ça a été super compliqué de devenir mère en fait. Oui. Elle a mis du temps. Mais oui, elle a mis du temps. Ouais. C'est super qu'elle ait eu tout ce soutien que vous leur avez apporté, toute ton équipe, c'est super. Et moi, ce que je vois aussi, j'ai envie de vous dire un petit mot sur les césariennes parce que j'ai une expérience vraiment très belle. J'accompagnais un couple qui attendait leur premier dans la salle nature de l'hôpital de Lens. Et puis l'accouchement a mené à une décision de césarienne. Et ce couple-là, évidemment, était super déçu, c'était pas du tout le plan. Et la gynéco est arrivée et elle leur a dit, c'était pas la gynéco la plus ouverte de la maternité. Alors j'ai une petite goutte de sueur, je me suis mis en prière. Et en fait, elle est arrivée, et puis elle a vu ce couple tout déçu. Et puis elle, bien sûr, épuisée, bien sûr, de ce long processus. Et puis, je pense que son cœur s'est ouvert. Et puis elle leur a dit, oh bah dites donc, ma pauvre dame, hein, vous qui vouliez un truc naturel, vous y êtes plus du tout. On va aller au bloc, mais elle a dit ça de façon vraiment sympathique. Et puis, quand même. Et puis, on est allé au bloc. Elle m'a permis de les accompagner. Et j'étais là au bloc. Et ma patiente n'était pas endormie. Et elle avait, je veux dire, pas totalement endormie. Elle avait bien sûr une rachianesthésie pour être endormie que du bas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était présente, totalement consciente, derrière un champ stérile pour ne pas voir. Et la gynéco commençait à faire son truc et elle lui dit est-ce que vous voulez bien me dire tous les détails de la césarienne parce que je voudrais vraiment suivre tout ce que vous faites pour aller chercher mon bébé. Elle lui dit ah oui d'accord, pas de problème. Donc elle lui explique là j'incise la peau, nanana. Et puis là elle lui dit ça y est, je vais aller chercher votre bébé. Et là cette patiente lui dit attendez s'il vous plaît, attendez. Est-ce que vous pourriez aller le chercher avec le plus de bienveillance possible? Et cette gynéco s'est arrêtée, je m'en rappellerai toujours. Elle a levé les mains et elle a regardé la patiente comme ça derrière le champ et elle lui a dit « Je vais aller le chercher comme si c'était le mien ». Et cette femme, elle a soufflé quand son bébé est né, dans des mains bienveillantes. Et elle a un vécu de son accouchement qui est magnifique. Et on se dit, cette gynéco, elle a juste mis un peu de cœur, en plus de sa tête, qui est au top, ça c'est sûr. Mais elle a juste mis un peu de cœur, et ça a tout changé. Et c'était magnifique. Et le fait aussi qu'une femme, elle puisse souffler, même un petit peu pousser en donnant naissance, il y a plein d'équipes hospitalières qui le font. Et ça change tout le vécu des femmes. Moi qui travaille en libéral, j'ai le retour des femmes après les accouchements. Et quand elles me disent, j'ai une naissance, ça s'est super bien passé, c'était au top et tout, je dis, ah bon, racontez-moi. Et là, quand elles me, et bien souvent, elles ont été entourées de professionnels adorables, présents, à l'écoute, dans le cœur. Ça change tout. Et bien souvent, elles ont poussé en même temps qu'elles ont donné naissance. Et c'est parmi les seules qui me parlent d'accouchement par césarienne. Voilà. Oui. Ah oui, il y avait une question, pardon, là. Excusez-moi. Bonjour à toutes. J'avais une petite question, du coup, ça va embrayer sur ce que vous disiez. On parle souvent de risque d'accouchement à domicile. Je voulais savoir s'il était vraiment beaucoup plus élevé qu'un accouchement en maternité pour des grossesses qui se passent bien. Bien. Voilà. Alors, je crois que vous avez donné une grande part de la réponse dans votre question. C'est la sélection des grossesses qui fait qu'il y a très, très, très peu de risques. Parce que l'accouchement à domicile, comme on est plus loin d'un bloc opératoire, plus loin d'une équipe médicale qui peut répondre très rapidement à la pathologie et de façon en étant suffisamment équipé, etc. Comme c'est plus loin, c'est beaucoup plus exigeant. Donc ça demande beaucoup plus de sérieux. Donc par exemple, moi je suis beaucoup plus carrée
depuis que j'accompagne des accouchements à domicile, sur le suivi des grossesses, sur la tenue des dossiers, etc., que peut-être même en maternité, même si on est très sérieux en maternité, parce que justement on est à la maison. Donc quand on arrive à la maison, c'est-à-dire quand la femme se met en travail à la maison et que c'est toujours prévu à la maison, ah bah c'est déjà que tout a été nickel. Mais alors nickel chrome de toute la grossesse, parfaitement, et pour elle et pour son bébé. Donc déjà quand on arrive nickel après une grossesse physiologique, déjà il y a bien peu de risque de pathologie. D'accord ? Après, on suit le travail. C'est-à-dire qu'on surveille le déroulement du travail, le cœur du bébé. Donc, si au moment où le bébé est né, on est encore à la maison, c'est que le travail a été nickel chrome. Donc, encore moins de risques. D'accord ? Parce que les risques, bien souvent, c'est pour la santé du bébé, qui a besoin d'une réanimation, et pour la santé de la mère, et plus particulièrement pour l'hémorragie de la délivrance. Donc, on sait qu'on va limiter au maximum tous les facteurs de risque si le bébé naît à la maison après une grossesse parfaite, un accouchement parfait. D'accord ? Un travail parfait. Et ensuite, il y a aussi le plus de la maison. C'est le cas de le dire, c'est parce que c'est là où les parents l'ont choisi. C'est là où la mère se sent le plus en sécurité. Si elle a choisi d'accoucher chez elle, c'est que normalement c'est son lieu préféré. Donc, elle a vraiment sûr de sûr, et là on en est sûr, choisi profondément ce lieu-là, son compagnon aussi. Ça veut dire qu'intuitivement, elle en avait vachement envie et elle l'a bien senti. Donc ça aussi, on enlève des risques. Et puis parce qu'elle est super bien, elle est dans le bon espace de son cerveau. Et si elle est connectée à son cerveau reptilien, son hypophyse fonctionne parfaitement, va envoyer des décharges hormonales parfaites, au bon dosage, au bon rythme, pour elle et pour la santé de son bébé. Et si en plus de ça, il n'y a aucune intrusion, si elle est libre de ses mouvements, si de choisir sa position, si parce qu'elle a en plus la sensation, parce qu'elle n'a pas de péridurale, puisqu'elle a la sensation, elle va sentir comment elle peut se mettre pour que son bébé glisse plus facilement. Je me rappellerai toujours d'une patiente, c'était son premier, je suis arrivée chez elle, elle avait une posture très bizarre. Et du coup, elle me dit, tu vois, Amandine, quand je mets mon genou comme ça, ma fille descend, si je fais ça, alors genre moi je voyais à peine ce qu'elle faisait, elle descend plus. Elle est coincée dans mon bassin. Ok, fais comme tu le sens, c'est nickel. Je crois que j'aurais fait un scanner de son bassin, j'aurais jamais réussi à trouver cette position parfaite pour son bébé. Donc, bien sûr, c'est aussi des femmes qui ont leur guide intérieur. Ça, on n'en a pas trop parlé, on pourrait faire une conférence là-dessus, mais qui ont, comme elles ont les sensations, elles ont leur guide. Donc, alors, on ajoute, on accumule tout ça, tac, 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 tac. Bon, évidemment, il y a des sages-femmes qui ont 35 ans, 40 ans d'expérience, comme Jacqueline Apollinaire, elles n'ont jamais eu une seule hémorragie de la délivrance, par exemple. Justement, je posais la question parce que j'ai eu un accouchement donc physiologique en maternité, malheureusement entre guillemets, et j'ai eu une anesthésie générale après pour une révision utérine. Et tout s'était bien passé. Bon, 24 heures de travail, 3 quarts d'heure pour le sortir, mais j'ai eu ce problème de délivrance et du coup je me disais pour le deuxième, ça fait un peu peur, quoi. Oui, je comprends. Alors pourquoi certaines femmes parfois ne se délivrent pas? Alors il y a plein de raisons possibles, mais est-ce que vous savez ce dont on a besoin pour se délivrer? Physiologiquement parlant, on a besoin d'ocytocine aussi. Parce que ce qui va décoller le placenta après l'accouchement et garantir que les pertes de sang restent à leur minimum, c'est que le placenta sorte assez vite. Et pour sortir, il faut qu'il y ait une contraction utérine après l'accouchement. Clac! Pouf, ça va décoller le placenta et il va ensuite descendre et permettre à l'utérus de bien se contracter. Et en se contractant, il va collaber les vaisseaux et permettre qu'il n'y ait pas d'hémorragie. Et donc, pour avoir une grosse contraction utérine après l'accouchement, il faut de l'ocytocine. Et pour l'ocytocine, il faut qu'on reste connecté au bon espace de notre cerveau et qu'on soit respecté pour ça. C'est fort de voir ça parce que j'ai eu quelques patientes qui ne se sont pas délivrées tout de suite. Et parfois, ça n'a pas été à tous les coups, mais parfois c'est parce que juste après leur accouchement, elles sortent un peu de leur bulle. Elles sont avec leur bébé, bien sûr, c'est magnifique, hein. Placenta, on s'en fout un peu des fois. Après l'accouchement, on n'y est plus du tout. Et du coup, parfois, de juste les ramener dans « Tu te rappelles ? T'as pas fini le boulot. Il y a encore le placenta. » Juste de pas allumer les lumières, de la laisser dans sa bulle et qu'elle reste connectée à son utérus. Et parfois, ça suffit, pouf, à ce que la contraction arrive ou que le bébé tète, etc. Et le placenta se délivre et voilà, tout se passe bien. Donc, c'est subtil, en fait. Donc je pourrais pas en faire une grande,
voilà, une grande généralité, mais en tout cas, j'ai vu ça. Et puis j'ai une autre femme, et c'était très touchant comme histoire, que j'ai accompagnée dans la salle nature de Lens, et qui, toute la grossesse, avait eu une surveillance que son bébé semblait trop petit. Et on avait mis en doute son placenta en permanence. Il faisait pas bien les échanges, c'était pas suffisant, le bébé était pas suffisamment nourri, on sait pas. Hein. Bon, finalement, comme ça allait à peu près, ils avaient quand même accepté qu'elle accouche avec moi en salle nature. L'accouchement s'est passé de façon magnifique. Puis juste après l'accouchement, le placenta n'arrivait pas trop. Et puis c'est marrant, ça m'a fait tilt. Et je lui ai dit, tu vois, ton placenta, il vient pas. Est-ce qu'il n'est pas en train de te dire quelque chose? Et elle réfléchit un petit peu. Et je lui ai dit, est-ce qu'il n'est pas en train de te rappeler à toute son incompétence pendant la grossesse et tout ça? Elle m'a dit, ouais. Je lui dis, parfois, t'as pensé qu'il avait pas trop assuré? Ouais. Des fois, je lui disais, t'as vraiment pas assuré. Et je lui dis, est-ce qu'il n'est pas temps juste de se réconcilier avec lui et de lui dire merci? Parce que regarde ce beau petit garçon, tellement beau. Elle m'a dit, ouais, t'as raison. Alors, elle a fermé les yeux, elle s'est reliée à son utérus et pouf, contraction, pouf, placenta. Alors, bien sûr, on peut dire que c'était un hasard. Bien sûr, mais j'ai trop d'exemples à la clé pour le dire. En tout cas, c'était très beau. Elle m'a enseigné beaucoup, cette femme, ce jour-là. Merci beaucoup. Merci. Tu voulais poser une question? Déjà, merci beaucoup, Amandine. C'était très intéressant. Je viens d'un milieu qui est à des kilomètres du milieu médical, donc je suis venue par pure curiosité. C'était super intéressant et j'ai une question plus logistique, on va dire, sur est-ce que c'est quelque chose qui se développe en France, dans cette région, dans d'autres régions à l'étranger? Comment on s'y prend pour approcher des sages-femmes comme ça? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que dans la formation de sage-femme, on commence à parler de ça dans la fac de médecine? J'en doute, mais est-ce qu'on commence à en parler un peu plus? Comment s'y prendre? Merci pour cette question. Écoute, est-ce que ça se développe en France? Alors, il y a de plus en plus de demandes, on va dire. D'accord, donc de plus en plus de parents, parce qu'il y a une ouverture de conscience et vers l'écologie, le naturel. Voilà, il y a de plus en plus de parents qui aussi ont un petit peu moins envie de rentrer dans un système, un petit peu systématique, ou ont envie de quelque chose d'un peu plus intime, un peu plus personnalisé. Voilà, c'est un peu dans la mouvance. Et du coup, il y a de plus en plus de demandes. Ça, c'est vrai. Et les couples, ils poussent, tu vois. Ils poussent. Alors forcément, souvent ils cherchent des sages-femmes, ils n'en trouvent pas toujours, parce qu'on est moins de 50 en France. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais seule dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Je connais la sage-femme qui est seule dans toute la Haute et Basse-Normandie. Il y en a, je crois, 3 en Bretagne, quelques-unes en région parisienne, quelques-unes dans le Sud. Mais en fait, on est très très peu nombreuses. Donc il y a des parties entières du territoire qui ne sont pas du tout couvertes par les sages-femmes, et parce que ça nous demande une immense disponibilité, faire 1h30 de route, 2 heures, 3 heures pour accompagner une naissance, on a toutes les chances d'arriver après la bataille. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va pas forcément, les parents vont pas forcément trouver réponse à leurs questions. Le gros souci, pourquoi il y a si peu de sages-femmes? Bon, bien sûr, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité, beaucoup de présence, mais quelle richesse, bien sûr. Donc je crois qu'il y a beaucoup de sages-femmes quand même qui en ont envie, mais parce qu'il n'y a pas d'assurance, elles prennent pas le risque. Voilà. Parce qu'aussi certaines le vivent, mais sont profondément en conflit avec les hôpitaux des alentours, et ça devient hyper compliqué, parce qu'il y a aussi le Conseil de l'ordre des sages-femmes qui, parce qu'on a un défaut d'assurance, peut poursuivre une sage-femme. Et il y a eu un procès tout récemment, heureusement, qui a abouti à une relaxe, mais d'une sage-femme qui a été convoquée à la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre pour défaut d'assurance. Enfin, c'est pas qu'on veut pas s'assurer, hein. Je vous garantis que franchement on préférerait, mais c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'il y en a pas. On ne peut pas en fait, donc voilà. Et donc elle a quand même été convoquée, et heureusement elle a été relaxée, mais elle a juste été convoquée pour défaut d'assurance, hein. Toutes les femmes vont bien, tous les bébés vont bien. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un souci. Je crois que tu posais aussi la question du nombre d'accouchements. En tout cas, les accouchements à domicile, on dit que c'est à peu près 1% des naissances en France. Donc c'est très 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 peu. Et dans un pays comme les Pays-Bas, il y a beaucoup d'accouchements à domicile. Beaucoup, hein. À une époque, ils étaient près de 30%.
C'est énorme, vous imaginez, près d'une femme sur 3 qui donne naissance à la maison, c'est un truc... Voilà, j'ai une de mes meilleures amies qui est... son compagnon est hollandais, et elle, lui, pour lui, c'est évident de donner naissance à la maison. Tous ses potes, ils accouchent à la maison. Ils se posent même pas la question, il est là, ah mais c'est si compliqué en France. Donc, et là-bas, ils ont une mortalité maternelle infantile qui est plus basse que chez nous. Ça pose quand même question. Voilà. Alors oui, en école de sage-femme. Je crois qu'on n'y est pas encore complètement. Est-ce que tu veux bien dire un petit mot? Tu te sentirais? Parce que je sais que tu es étudiante sage-femme. Donc, je suis étudiante sage-femme en 2e année à Dijon, et donc j'ai jamais entendu parler d'accouchement à domicile à l'école, et les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était en stage, et c'est diabolisé. Enfin, on en parle vraiment très négativement. Voilà, c'est surtout parce qu'on connaît pas, on connaît que les risques, voilà. Merci beaucoup. On parle quand même de la physiologie de l'accouchement de plus en plus. Parce que moi, j'ai eu, sur 5 ans d'études, j'ai eu quand même un cours de 2 heures sur la mécanique obstétricale, c'est tout. Tu vas avoir un cours de 2 heures, superbe. Magnifique, 2 heures. Nickel. On a quand même de la chance d'avoir, on va dire, sur 5 formatrices, il y en a quand même 3 qui sont très axées sur la physiologie de l'accouchement et qui sont pro-nature, on va dire. Donc je pense que ça pourrait évoluer dans les années à venir, oui. Merci. Et ce qui va obliger à évoluer dans les écoles de sages-femmes, c'est parce que les sages-femmes sont poussées à évoluer et à s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a les parents qui poussent. Notamment, vous savez, moi je suis sûre que ça va passer par les parents. Les sages-femmes, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. C'est suffisamment compliqué pour elles comme ça. Mais je pense que les parents, ils peuvent faire beaucoup. Et moi, je dis souvent aux parents que j'accompagne que ce sont des éclaireurs et que c'est génial qu'ils osent y aller, qu'ils osent parler de leur projet. Moi, tous les parents qui veulent donner naissance à la maison, ils vont s'inscrire dans la maternité la plus proche et ils rencontrent une sage-femme. Il y a les gynécos et ils parlent de leur projet. Alors, ils sont pas toujours super bien accueillis, il faut dire ce qui est. Mais, au bout d'un moment, parce qu'à force de se cacher, de pas en parler, et parce que c'est diabolisé, bah, du coup, on pense que c'est un truc, mais de hippie, quoi, de gens complètement tarés, au fin fond des Pyrénées, et que ça concerne personne d'autre. Et quand je vais dans les maternités, que je leur dis, mais vous savez qu'il y a à peu près, on va dire, 5, 6, 7 naissances par mois à domicile dans le Nord-Pas-de-Calais, ils font, non, ah si. Et comme il n'y a pas beaucoup de sages-femmes, il y a des parents qui font aussi le choix de donner naissance de façon non assistée, ce qui est un choix qui leur appartient. Mais moi, quand même, moi, sage-femme, ça me pose question. Que des parents qui ont cherché une sage-femme parce qu'ils avaient envie de pouvoir s'appuyer sur sa présence bien sécurisante pour plonger dans leur travail et le faire tranquille chez eux, bah, qu'ils en viennent à ne surtout pas mettre un pied à l'hôpital et le faire chez eux tout seul. Voilà, moi ça me pose question pour nous, notre rôle de sage-femme. Donc oui, ça va être obligé on va être obligé d'avancer. Vous savez qu'en Angleterre, c'est les femmes qui sont descendues dans la rue et qui ont crié une femme, une sage-femme. Et elle voulait une sage-femme pour une seule femme. C'est-à-dire que quel que soit le lieu d'accouchement, que ce soit à la maison, en maison de naissance ou en maternité, qu'elles aient une sage-femme pour elles. Ce qui est d'ailleurs un gage d'une grande sécurité, parce que je vous raconte pas, moi le luxe, j'accompagne une patiente à la fois. C'est génial, je suis toute à elle. Je suis complètement présente, j'écoute tous les petits signes. Enfin, forcément, on passe beaucoup moins facilement à côté des pathologies aussi quand on est tout à une personne. Alors que pour travailler à Lens, du coup, pour les accouchements, je vois mes collègues travailler. C'est dur, hein. Elles courent, elles ont parfois 3 accouchements en même temps. Enfin, on peut comprendre que ce soit difficile de faire de l'unique dans ces conditions-là. Voilà. Donc ça va être obligé de bouger. Ouais. Bonsoir. Moi, c'est juste un témoignage, en fait, parce que j'ai été très, très touchée pendant toute ta conférence, parce que j'ai vécu les 2 situations. J'ai accouché de ma première fille en maternité, et il s'est passé exactement ce que tu décrivais. Les contractions étaient là, bien, etc. Il s'approchait avec le monitoring, et hop, il n'y avait plus rien.
il s'éloignait, c'était revenu. Et ça a duré pendant des jours et des jours, enfin 3 jours en fait, avant de vraiment aboutir à ce que à 2h du matin, on appelle l'anesthésiste pour venir poser la péridurale et qu'il s'y reprenne à je sais pas combien de fois tellement c'était difficile. Et ça a été compliqué et pour moi et pour l'enfant. Et je me suis dit plus jamais ça. Et quand j'ai été enceinte de ma 2e fille, j'ai décidé d'accoucher à la maison. À l'époque, il y avait encore les sages-femmes et médecins belges, Marcel et Marcia, qui accompagnaient, je sais que maintenant ils le font plus pour des nouvelles patientes. Mais donc j'ai eu la chance de pouvoir faire l'accompagnement avec eux. Et je sais pas si c'est la conséquence de ce qui s'était passé pour la première, mais je les ai appelés tellement tard qu'ils sont arrivés une fois que la petite était née. Voilà. Bon, c'est pour le témoignage. J'avais une petite question quand même, compte tenu du vécu de la première. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une enfant qui a vécu un accouchement si difficile, parce qu'il y a eu péridurale, ça a été super long, il y a eu souffrance fœtale, il y a eu ventouse, enfin bref, voilà. Oui. Et de fait, je vois bien la différence entre mes 2 enfants. Ça s'explique sans doute pas que par ça, mais elle est beaucoup dans des peurs, alors que la 2e, elle est beaucoup dans la vie. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de thérapeute qui puisse vraiment aider à ce qu'elle passe à autre chose. Oui, merci de ce témoignage. Et pour répondre à ta question, j'aimerais que ce groupe Facebook dont parlait Martine puisse peut-être permettre justement à des thérapeutes de se manifester, de te permettre de trouver réponse à tes questions. Je dirais que la première chose, c'est de lui raconter, tu l'as peut-être fait, très précisément et vraiment, tel quel. Même j'ai cru mourir, ou j'ai cru que t'allais mourir, enfin les trucs même super trash, mais tout ce qui a été la réalité, la vérité. De lui dire la vérité, ça c'est le plus important. Et après, c'est d'avoir confiance en elle. Parce que peut-être que quelque part, peut-être, elle a choisi aussi ce chemin-là. Et que c'est une initiation pour elle aussi. Et les peurs qu'elle ressent, et si elle faisait corps avec elle, et si elle plongeait à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qu'elle aurait la chance de découvrir derrière elle, en les traversant? Il est possible que ta fille, ça l'ait dotée d'immenses qualités. D'immenses qualités, peut-être de compassion plus tard, peut-être de bienveillance, peut-être pour comprendre aussi les femmes. Peut-être qu'un jour, elle en fera un métier, d'accompagner les femmes pour les naissances. On ne sait pas. J'ai dans mes patients toutes sortes de femmes qui ont eu toutes sortes de naissances. Et je peux dire que parfois, si elles sont des fois sages-femmes, aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont eu ce type de naissance et qu'elles ont envie de mettre de la douceur là où elles n'en ont pas forcément vécu. Mais c'est de juste lui faire confiance là-dessus et de lui dire que toutes les émotions qu'elle ressent, peut-être parce qu'il y a eu cet événement-là, elle peut s'appuyer sur ces émotions-là, s'appuyer sur elles, faire corps avec elles et découvrir ce qu'il y a à découvrir derrière. En fait, je me permets juste de compléter les propos de Madame avec un autre témoignage. Alors moi, pour ma première, qui est quelque part, j'ai eu un déclenchement qui s'est terminé en césarienne. Et après, quand je parlais, et tout s'est bien terminé parce que finalement, ma fille va bien et je vais bien. Et bah, du coup, pour les médecins, c'est suffisant en fait. Et il n'y a pas eu du tout d'écoute, d'empathie sur ce que moi j'avais pu vivre. Et je l'ai il y a qu'Amandine qui a accueilli ça avec beaucoup de douceur. Et oui, ouais, d'empathie, c'est vraiment le terme. Hein. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parlais, dans le corps médical, les gens m'expliquaient pourquoi ces choix-là avaient été faits, pourquoi j'en étais arrivée à la césarienne, et à aucun moment on prenait du temps pour m'écouter moi et mon ressenti de cette césarienne-là. Et ça, si dans la salle il y a des personnes qui peuvent entendre ça, c'est vrai qu'en tant que mère, et en tant qu'après avoir un vécu aussi difficile, on a vraiment besoin d'être entendu dans notre douleur et dans notre tristesse d'avoir vécu une naissance qui était très difficile. Je suis désolée. Merci. Enfin voilà, ça fait 4 ou 3 ans et demi et c'est encore très difficile pour moi d'en parler. Voilà. Est-ce que tu veux parler de ta dernière expérience? Ouais. Je peux parler sur tous les sujets. Donc du coup, après un vécu aussi difficile pour la première, en fait, je suis tombée enceinte, c'était pas prévu intellectuellement, on va dire. Et du coup, pour moi, ça a été 9 mois très difficiles parce que ça a été un marathon. C'est ce que je t'écrivais. Ça a vraiment été un marathon contre mes peurs. Ça a été parce que
des fois, on peut se dire qu'on a le temps de changer. Là, je savais que dans 9 mois, quoi qu'il arrive, il allait falloir que j'accouche, quoi. Et donc, c'était comment on fait pour que ça ne recommence pas. Comment on fait pour pas revivre ça. Enfin, voilà, ça a été vraiment très dur pour moi. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai demandé à Amandine de m'accompagner sur le sujet. Elle m'a dirigée vers le plateau technique de Lens. Malheureusement, à Lens, en fait, ce qui s'est passé, c'est que leur protocole, à l'époque, interdisait l'accès à la salle nature pour les utérus cicatriciels. Du coup, pas de bol pour moi. Amandine, en discutant avec les responsables là-bas, me dit que bah si, maintenant c'est bon, ça va aller, je vais quand même pouvoir y accéder. Donc ok, et puis en fait non. Ce qui m'a permis d'accéder à la salle nature de Lens, c'était en fait de signer un refus de soins. C'est-à-dire que on m'avait bien tout expliqué, comme quoi les risques, les machins, et que moi j'acceptais ce risque-là et que je l'ai, en cas de problème, en fait, je sais pas quel est le terme, mais ils n'étaient pas responsables. Ouais, voilà, ils n'étaient pas responsables. Ça voulait pas dire qu'ils prenaient pas soin de moi s'il y avait un problème, hein, on est d'accord, avec du bébé, mais j'avais signé un truc comme quoi j'étais bien au courant que je prenais des risques. Donc je vous assure que signer un refus de soins alors que je vais à l'hôpital, il y avait un petit problème, j'avais un petit problème intellectuel sur le sujet, enfin bref, et du coup, bah finalement, tout s'est très bien passé. À Lens, j'ai rencontré une super équipe, un super médecin dont on a peut-être déjà parlé, qui a été très à l'écoute et a pris beaucoup de temps avec moi, qui m'a consacré au lieu des 20 minutes de séance normale 1 heure pour m'expliquer tout, qui m'a repris 1 heure derrière. Enfin voilà, c'était vraiment une super équipe. Et le jour J, donc finalement tout s'est bien passé. J'ai eu une petite tête de forceps, mais voilà, ça s'est bien terminé. Je suis allée jusqu'au bout sans péridurale, donc j'étais très fière, très heureuse. Ça a en très grande partie réparé ma douleur du premier accouchement. Donc voilà, ce qui s'est traduit par une perte de poids, par exemple, très rapide. Enfin voilà, des choses très visibles. Hein. Après, je pense qu'il y en a d'autres plus psychiques, mais voilà. Et du coup, apparemment, la bonne nouvelle, c'est qu'à Lens, on a été plusieurs aussi à être dirigés par Amandine avec un antécédent de césarienne et une volonté d'accoucher en salle nature. Ça a fonctionné pour tout le monde. Et du coup, ils ont fait évoluer leur protocole. Et aujourd'hui, apparemment, ils acceptent les personnes sans signer ce fameux refus de soins. Donc voilà, donc c'est... Bravo aux éclaireurs. C'est chouette. Ouais. Bonjour, alors moi c'est pour un témoignage aussi. Du coup j'ai accouché à la maison, j'ai été suivie par Amandine et moi je voulais aussi mettre l'accent sur le fait de respecter l'autre, surtout dans un accouchement, etc. J'ai eu une grossesse parfaite du début à la fin, mon accouchement s'est très bien passé, j'ai été respectée du début à la fin et vraiment, je me suis sentie vraiment respectée et ça a complètement changé mon rapport à l'autre. J'ai des histoires un peu compliquées avec certaines personnes quand j'étais adolescente, etc., dans ma famille. Et je crois que je pensais sincèrement, jusqu'à il y a pas très longtemps, que les humains, entre guillemets, étaient fondamentalement plus mauvais que bons. Et tout le processus de la grossesse, le fait de rencontrer des gens qui m'ont fait voir, qui ont été bienveillants avec moi, qui m'ont montré des choses, qui m'ont toujours écouté, respecté, mais qui m'ont jamais justement rangé dans un protocole, qui m'ont jamais dit non, tu sais pas, c'est comme ça, qui ont toujours pris d'abord ma parole avant les symptômes ou je sais pas trop. Ça m'a vraiment changé et du coup, je me sens totalement grandie de cette expérience. Je voulais déjà partager ça. Après, je voulais revenir aussi sur d'autres choses, par exemple sur la douleur, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vachement important. Moi, perso, c'est ce qui me faisait forcément le plus peur.
Du coup, je vais pas le cacher, j'ai eu très mal, très mal. J'ai dû hurler pendant 5 heures. Non, promis, non, c'est pas vrai. Bah, j'ai eu l'impression de hurler beaucoup. Enfin, pour moi, la douleur, elle est vraiment très importante, quoi. C'est ce qui permet, comme dit Amandine, de passer d'un état où tu ne penses plus, où t'es juste, c'est un moment. En fait, c'est juste un moment, et il se passe des choses, et tu dois être là pour accueillir ce qui se passe, pour les ressentir, et ça peut être violent, mais en même temps, dès que, du coup, quand on fait corps avec tout ça, quand on est là, dans l'accouchement, vraiment, quand d'un coup il n'y a plus de contraction, ça m'est arrivé de m'endormir sur 3 minutes, mais du coup, le fait d'être vraiment là-dedans, je sais pas, je pense que du coup c'est important, c'est nécessaire, du coup, cette douleur, et voilà, je suis nulle pour parler avec un micro, je suis désolée. Non, c'est super, merci Safran, merci. Voilà. Oui, voilà, bon, c'est tout. Merci beaucoup, superbe. Et c'est bien que tu aies insisté sur la douleur, je te remercie. Et c'est habité ton propos parce que tu l'as vécu au mois de février, donc c'est tout récent. Merci Safran. Si, je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que tu disais sur le fait que si un accouchement se passe bien, ça conditionne peut-être les humains sur le futur. Alors je sais pas pourquoi, mais, enfin en tout cas ça peut être une coïncidence ou quoi, mais mon fils du début jusqu'à maintenant, il a 6 mois, et c'est un enfant qui est très zen. Il est très zen, il est très, enfin je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est parce que j'ai aussi très bien vécu les choses. J'ai toujours été très bien accompagnée, aussi par mon conjoint qui est exceptionnel, et du coup je pense sincèrement qu'il y a un rapport de cause à effet, et du coup j'ose espérer que c'est grâce à cet accouchement que j'ai donné tout ce qu'il faut à mon enfant. Voilà. Merci. Merci Safran. Parce que je voudrais rebondir juste sur ce que tu viens de dire. En étant kiné, je suis aussi spécialisée en urogénéco, et j'aimerais tellement qu'on puisse parler justement de la douleur autrement que justement un self-service qui fait que du coup on ne ressent rien, et pourquoi ressentir, pourquoi avoir mal, parce que sinon on est maso. Mais il y a tellement d'autres choses qui se passent au moment justement de l'accouchement, parce que j'ai vu beaucoup trop, moi, dans ma patientèle, en même temps ceux qui venaient aussi pour des incontinences d'effort ou des incontinences plus importantes, elles étaient complètement coupées du périnée, et en fait elles sont complètement coupées de leur corps de femme, et ça me désolait à un point. Alors oui, d'accord, avec la péridurale on sent moins, mais j'aimerais que tu puisses réappuyer un petit peu sur les avantages de ce passage de douleur, pour pouvoir justement ne pas zapper toute notre part féminine sacrée, parce que la naissance est un acte sacré. Et voilà, au nom d'un produit qui bien sûr va pouvoir nous faciliter, mais à côté de ça, il nous fait passer à côté de tellement de choses très belles. Si tu pouvais nous... Oui, merci beaucoup. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des avantages de la péridurale, et ils sont nombreux, et comme on les connaît par cœur, je ne vais pas forcément aller vers eux. On ne parle pas effectivement des inconvénients, si ce n'est des risques médicaux, parce que heureusement on informe les femmes des risques médicaux. Mais on le présente effectivement comme un produit qui permet d'éviter la douleur, et on ne parle pas de de quoi ça peut nous priver. Alors, j'ai un bel exemple, c'est une femme qui a donné naissance à la maternité il y a quelques semaines seulement, et son plan a changé parce qu'elle attendait un petit bébé qui naissait par le siège. Et j'ai pu être présente à cet accouchement, et les protocoles à la maternité, c'est que quand on accouche d'un bébé par le siège, c'est sous péridurale. Point. Et il n'y a aucune négociation possible. Parce que on peut être amené à faire une manœuvre qui pourrait être douloureuse pour la mère, et on veut pouvoir la faire tranquillement, et le mieux c'est qu'elle soit anesthésiée. Alors les femmes qui le souhaitent, il n'y a évidemment pas de débat sur le sujet. Mais cette femme-là, c'est une sacrée battante, elle m'a beaucoup appris. Alors elle est tellement battante qu'elle s'en fout du protocole, et elle le sentait, qu'il fallait surtout pas qu'elle ait de péridurale. Il fallait surtout pas.
Je dis ok, donc on va essayer de négocier ça. Allons-y gaiement. Bon, anesthésiste, bonjour. Alors ça a pu se préparer un petit peu avant, parce que c'est une fille organisée, elle en avait parlé à la maternité qui l'accompagnait pour son accouchement. Et puis l'anesthésiste, pas de très bonne humeur cette nuit-là, a bien voulu ne pas lui mettre de produit, mais lui mettre le cathéter de péridurale. Alors cette nana, une sacrée battante, se retrouve après un projet d'accouchement à domicile à la maternité, à accoucher d'un bébé par le siège, avec une anesthésiste pas super aimable, qui lui pose entre deux vertèbres le cathéter péridurale, mais pas de produit. Donc elle a tous les inconvénients, mais pas l'avantage. Alors elle, je l'ai vue vivre son travail dans sa bulle, avec son homme magnifique, les yeux dans les yeux. Ça a été magnifique. Et puis au moment de la sortie de son bébé, il y a eu une difficulté. Ce qu'on redoute tous pour l'accouchement du siège, c'est que tout le corps passe et la tête a du mal à passer. Et ça a été ce qu'on appelle une rétention tête dernière cognée. Vraiment difficile. Et heureusement qu'elle était en maternité, bien évidemment. Et le médecin a essayé plein de choses, même les forceps. Sans péridurale, messieurs, dames. Et elle, à un moment, elle est allée puiser une force en elle que j'ai rarement vue chez une femme. Elle a attrapé ses jambes, elle a dit « Je vais le mettre au monde, mon bébé !» Et parce qu'elle n'avait pas de péridurale, parce qu'elle sentait l'appui de la tête de son bébé, elle a su parfaitement pousser, avec une puissance d'amour que j'ai rarement vue. Et c'est elle qui l'a sauvée. Même les forceps n'y sont pas arrivés. C'est sa puissance à elle. Et alors, elle m'a impressionnée, cette femme, et je me suis dit, merci de t'être écoutée, merci de t'être battue pour ce que tu sentais juste, pour toi et pour ton bébé, et c'est toi qui l'as sauvée. Alors les anesthésistes avec leur péridurale qui, soi-disant, garantissent la sécurité de la mère et de l'enfant, ça dépend, on va dire. Quand une femme dit non, souvent c'est parce qu'elle a une belle intuition. Moi, j'ai envie qu'on l'applaudisse, si vous voulez bien. Je rebondis juste sur le fait de ne pas avoir de péridurale. J'ai vu ma sœur s'épanouir ce dernier mois, bien évidemment grâce à Elliot, qui est arrivé, qui est absolument merveilleux, mais aussi parce que elle était fière de ce qu'elle a fait, et ça t'a transformée, et c'est trop beau. Voilà. Alors voilà, moi c'est pour un témoignage, donc j'ai deux merveilleux enfants. La première, je voulais accoucher sans péridurale et j'ai été juste hyper mal accompagnée. Ce qui fait que, arrivée à la maternité, à peine dilatée, à deux doigts, je hurlais déjà après l'anesthésiste parce que je supportais absolument pas la douleur, c'était atroce. Et je voulais pas revivre ça pour le deuxième, et donc je suis tombée sur Amandine qui m'a aidée et on a fait tout ça en accompagnement global. Donc j'ai accouché dans la salle nature à Lens. Et même s'il n'y avait pas la péridurale, la douleur, je l'ai tellement mieux vécue. Et je m'endormais entre chaque contraction. Mais vraiment, je dormais et j'avais des contractions toutes les 3 minutes, 2-3 minutes, c'était très intense. Mais je m'endormais, donc à toutes les femmes qui ont ces gros bidons ou moins gros bidons, c'est vraiment quelque chose de magnifique d'avoir le projet d'accoucher naturellement. Et bon, pour la petite histoire, on n'a pas pu finir tout le travail naturellement. On a dû avoir une aide médicale, mais si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et donc voilà, c'est un message d'espoir pour toutes les mamans et de dire que l'accouchement sans péridurale est vraiment extraordinaire. Merci.
Donc, moi, je me reconnais dans tout ce que vous avez dit. Vraiment, c'est merveilleux. Je voulais témoigner également. J'ai 2 petits garçons. J'ai accouché une fois avec péridurale et la deuxième fois sans. La première fois, je pense, peut-être j'étais jeune et j'ai pas osé imposer mes idées. La deuxième fois, j'ai su les imposer. C'était vraiment merveilleux. J'ai accouché donc dans une clinique privée. Et normalement, c'est un gynécologue qui accouche. Et là, pour le coup, j'ai eu une sage-femme très jeune qui m'a pris en charge dès mon arrivée. J'ai pu accoucher avec la même sage-femme jusqu'à la fin. Ça, c'était vraiment génial. J'ai eu une salle nature qui n'est pas un plateau technique. Par contre, c'est juste, je pense, le fait qu'il y ait une baignoire qu'ils appellent ça, du coup, salle nature. Et j'étais vraiment dans ma bulle avec mon mari. J'ai pas appelé, en fait, et j'ai toutes les positions. Alors ça, je l'ai vécu à 100%, hein, dans tous les sens. J'ai eu un monitoring pour lequel je pouvais me déplacer. J'ai même pu sortir de la maternité. Ça, c'était génial. Je me suis baladée au bord de la Deule. C'était juste merveilleux. Et vers la fin du travail, quoi, vers la fin, j'ai appelé la sage-femme, mais j'ai bien senti qu'en fait, le bébé était là, quoi. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'appeler l'anesthésiste, le gynécologue. Et cette sage-femme qui m'a suivie depuis le début, elle était très très jeune. Elle n'a pas l'habitude, parce que je pense qu'ils font pas d'accouchement dans cette maternité. C'est que les gynécologues obstétriciens qui le font. Et j'ai senti sa peur. Je pense, je n'étais pas forcément rassurée. Ça s'est passé super vite et on a fondu en larmes toutes les deux quand le bébé est arrivé. Et ça, c'était vraiment merveilleux, quoi. Voilà. Magnifique. Merci pour ce témoignage. Magnifique. Quelqu'un d'autre? Oui, juste ici. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que la douleur ressentie lors des contractions a aussi un lien avec le passé et le vécu de la femme sur la douleur physique qu'elle a déjà pu vivre et aussi éventuellement psychologique? Oui, bien sûr. La perception de la douleur, elle se passe au niveau de notre cerveau et bien sûr avec tout notre passé, toutes nos émotions, toute notre histoire et parfois même notre propre histoire et celle de notre mère, celle de notre entourage, puis tout on peut remonter l'arbre généalogique. Parfois, on peut avoir effectivement un impact plus fort de cette sensation quand on a un vécu difficile. Et parfois, c'est comment dire? Et parfois, cette douleur, elle permet de transmuter, de transformer notre histoire. Il y a des femmes qui se sont soignées en accouchant, qui ont mis de la vie et de la beauté là où parfois il y a eu de la violence. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent de la violence dans leur intimité. Et parfois, le fait de mettre de l'amour et de la vie, ça a tout guéri. Et parfois, cette douleur-là, parce que c'est une douleur de vie, parce que oui, j'ai pas encore bien répondu à ta question, on peut appeler ça une douleur, même si récemment, j'ai vu une femme accoucher sans douleur. J'en ai pas vu beaucoup, j'en avais vu une à Madagascar et une ici. Et elle a quasiment pas eu une douleur. Quasiment pas de tout le travail. Juste une sensation forte. Mais quand même, pour la majorité des femmes, ça se traduit par une douleur. Parfois une douleur très, très, très puissante. Parfois au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, c'est vrai. Mais c'est une douleur qui a un sens. Et parce qu'elle a un sens, et quel sens, donner naissance à notre enfant, eh bien, elle peut transmuter les douleurs qui ont eu lieu ici, qui étaient des douleurs parfois d'agression, ou des douleurs physiques, parfois des douleurs de règles, par exemple, qui parfois sont atroces pour certaines femmes. Et du coup, ça peut être aussi, parce que ça a du sens, un moyen de transmuter. Et pour continuer un petit peu sur la douleur très spécifique de l'enfantement, c'est une douleur très particulière parce que c'est une douleur hyper intense qui atteint un pic et qui redescend. Et entre les contractions, la plupart des femmes n'ont aucune douleur. En tout cas, si elles en ont, c'est que ça va pas. Enfin, si ça va pas, c'est qu'elles ont du mal à trouver de la détente entre deux et ramener leur utérus au point zéro de détente complète. Mais finalement, c'est une douleur, on peut tenir un marathon comme ça parce que les pauses sont toujours plus longues que la contraction en elle-même. Parce que les filles parlaient des contractions toutes les 2-3 minutes, c'est vrai que c'est à peu près ça en fin de travail. Bon, au début de travail, c'est tous les 10 minutes, on a le temps de se reposer, on a le temps de dormir, de rêver et tout ça. Même en 3 minutes, elles y arrivent d'ailleurs, parce que l'endorphine aide vachement. Les hormones d'accouchement, évidemment, elles aident énormément.
Et du coup, une contraction, c'est 30 à 40 secondes. Du début jusqu'au pic, jusqu'à la fin. Si on compte que le début de la contraction, la fin de la contraction, bah, comme c'est la montée ou qu'on est dans la redescente, ça va, c'est gérable, on va dire. Et ben finalement, c'est que quelques secondes. Bon, costaud, hein, généralement, on les sent passer, mais c'est quand même que quelques secondes. Et on peut toujours se reposer 2-3 minutes. Parce que je dis souvent à mes patientes, si là, je vous ai attendre 2 minutes, allez, on compte, ça va. Ce serait super long. En fait, quand on est dans l'instant présent, c'est hyper long les pauses. Et comme tu le disais, tu parlais de moments, toutes les hormones de l'accouchement nous amènent dans l'instant présent. Alors, on peut vivre pleinement ces pauses. Donc c'est pour ça que la plupart des femmes peuvent vivre un accouchement naturel, puis un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, même si juste après ce moment elles disent « ce sera le dernier », bon, une semaine après c'est bon, elles peuvent y ressonger. Mais c'est parce qu'en fait, c'est tolérable, mais à condition que l'environnement soit favorable. Ça, j'en suis persuadée maintenant. L'environnement, il fait quasiment tout. Voilà. Merci. Merci Juliette. Moi, je m'appelle Marie-Pierre Lemailleux et je te remercie Amandine parce que c'est un moment sacré, le fait de porter une énergie de vie. J'ai personnellement 2 filles et une petite fille de 2 mois. Et je rebondis sur certaines questions par rapport à parfois des glaçonnements qu'on peut vivre dans le ventre, qui est cet espace d'eau. Ces glaçonnements, ce sont ces peurs. Et moi, souvent, je dis, un glaçon, il a besoin de quoi pour fondre? De chaleur. Et la chaleur, c'est l'amour. Et notre corps d'adulte est fait à 90% d'eau. Et à certains endroits du corps, en grandissant, en fait, on revit ces glaçonnements et on peut aller retourner dans son passé, c'est l'inconscient. J'en parle parce que c'est important. Et il y a un livre qui peut vous éclairer par rapport à toutes les conséquences de ce passage entre la conception, la vie intra-utérine, la naissance, la psychogénéalogie, etc. C'est une personne une femme qui s'appelle le docteur Claude Imbert, I-M-B-E-R-T, et qui a écrit « L'avenir se joue avant la naissance ». Et moi, j'ai été formée par Claude il y a une 20aine d'années maintenant. Et en fait, je suis passionnée par cet accouchement à soi, hein, que ce soit accoucher à la vie comme accoucher à la mort, dans d'autres espaces-temps. Et j'aide vraiment beaucoup de personnes à se libérer de ces glaçonnements, donc dans cet espace de vie intra-utérine, parce que tout ça a pour conséquence des peurs du changement, des résistances, des maladies, des peurs à être qui l'on veut être, des pas osés, manquer d'audace, peur de communiquer, etc. Et c'est magique. Et donc j'ai beaucoup animé d'ateliers, etc. J'habite à peu près à un quart d'heure de Lens. Donc j'ai appris il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est grâce à Martine aussi que je suis là et je la remercie. En fait, on se connaît pas, mais c'est comme si on se connaît depuis des vies. Et on s'est parlé pendant peut-être 1 heure au téléphone et tout de suite il y a eu cette vibration d'âme qui est passée. Voilà, je voulais simplement témoigner que voilà, j'ai vraiment plaisir à faire vivre tout ça aux gens et je te remercie d'amener cette conscience auprès de cet acte magique de la mise en vie en fait, parce que tout le monde passe par ce ventre et par cette délivrance. Merci. Oui, donc je m'appelle Marie-Pierre Lemailleux et j'ai mis des flyers. C'est le dessin que j'ai fait avec la personne qui est en position de yoga en fait. Voilà. Je passe beaucoup aussi par la créativité, parce qu'en fait le cerveau, c'est par la créativité qu'il apprend aussi, par tout cet aspect ludique, et donc de libérer des émotions qui font notre mise en vie en fait. Voilà, merci. Merci. Encore quelque chose ou c'est bien pour ce soir?
Merci à tous de votre présence, de votre attention. Quel départ pour moi. C'est superbe. Vous m'avez offert un beau cadeau avec vos présences ce soir. Merci beaucoup. On peut poursuivre encore un petit peu la soirée autour d'un verre juste derrière vous. Et puis je vous souhaite une belle route à chacun de vous. Au revoir.